Bien, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont présents ici et à tous ceux qui nous, qui nous suivent sur YouTube. Donc, c'est une soirée très attendue parce que nous avons la chance de recevoir Gaspard Koenig ce soir. Je vous le présenterai un peu plus longuement dans un instant. Déjà, où êtes-vous? Nous sommes au centre Teilhard de Chardin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Teilhard de Chardin, c'était un scientifique du début du siècle dernier qui a été très célèbre dans la première moitié du XXe siècle et qui était jésuite. Voilà, donc c'est un centre qui porte son nom parce que, comme Teilhard de Chardin en son temps, nous essayons d'aider les différentes disciplines à discuter ensemble. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que des gens de tous bords, tous horizons, scientifiques, philosophes, sociologues, des gens issus des diverses spiritualités qu'on peut trouver, donc que tous ces gens viennent ici pour parler ensemble, pour essayer de faire avancer le débat, pour essayer de découvrir des pistes communes. Et donc, c'est ça qui nous passionne, et c'est ça la raison d'être du centre Teilhard de Chardin. Voilà, alors c'est aussi un lieu de culte, puisqu'il y a ici une chapelle, vous voyez, Notre-Dame de la Sagesse, donc c'est pas mal pour un philosophe, et qui offre ses fonctions pour les aumôneries et pour tous les habitants de la région. Voilà. Ce soir, je disais, soirée qui nous intéresse particulièrement parce que nous travaillons sur l'écologie au Centre Teilhard de Chardin depuis maintenant 5 ans. Nous avons écrit un livre qui s'appelle « Vivre en écosystème étendu ». Il est sur la petite table là-bas, vous pourrez le voir. Alors, comment avons-nous écrit ce livre? Eh bien, en invitant des gens à venir nous parler d'écologie, chacun sous un angle différent. Et c'est en combinant, en essayant de chercher des ponts entre tous ces points de vue qu'on a pu écrire ce livre qui propose un concept nouveau. La notion d'écosystème étendu n'était pas vraiment utilisée avant. Et donc, s'il vous intéresse, ce livre sera en vente à la fin, de même que vous trouverez, bien sûr, le livre de Gaspard Koenig sur l'autre table. Ce livre est un roman. Alors, donc, Gaspard Koenig est peut-être plus connu pour ses activités d'essayiste, de philosophe, mais il a déjà à son actif plusieurs romans, dont celui-ci, qui s'appelle Humus, et qui nous a tout de suite intéressés parce qu'il s'intéresse au plateau de Saclay, il s'intéresse à AgroParisTech et il s'intéresse à l'écologie, aux trajectoires de deux jeunes dans des directions très différentes. On verra ça dans un instant. Voilà, alors comment allons-nous procéder ce soir? Eh bien, dans un premier temps, je ne sais pas si tout le monde a lu le livre, donc on va demander à 2 étudiantes d'AgroParisTech, Edith et Jérôme, de nous dire ce qu'elles en ont retenu, de nous présenter un peu le livre. Comme ça, si vous ne l'avez pas lu, vous pourrez quand même raccrocher les wagons. Ensuite, bien entendu, Gaspard devra réagir, évidemment, à ces présentations, ajouter ce qu'il veut. On organisera donc le petit débat entre vous trois avec des questions. Et bien entendu, ensuite, vous aurez la parole. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Également, je le précise, pour les gens qui sont en visio, nous prendrons régulièrement les questions posées par chat et on sera content de les relayer auprès de Gaspard. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois que c'est bon. Alors, on démarre. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Edith ou Jérôme? Bon, je commence. Ce que j'ai retenu du livre, c'est que ça présentait la trajectoire croisée de 2 étudiants d'AgroParisTech, l'un qui venait d'un milieu un peu populaire et qui finissait par créer une start-up avec beaucoup de potentiel, et l'autre au contraire, fils d'avocat, qui finissait par posséder son champ et travailler la terre.
Et ça, c'est plutôt la première partie du livre où les deux étudiants vivent leurs rêves. Et ensuite, la deuxième partie du livre qui m'a un peu plus marquée, où on voit les complications et la réalité un peu plus de ces rêves. Oui, globalement, j'ai retenu un peu la même chose, notamment que donc, les deux personnages principaux, Arthur et Kevin, finalement, j'en croise certainement à l'agro. Dans ma promo, il y a des gens qui y ressemblent. Et donc, c'est assez étonnant de voir évoluer les personnages dans la suite de dans leur parcours professionnel. Et ça fait poser des questions en tant qu'étudiant à l'agro sur quoi choisir, que choisir de faire de sa vie finalement. Bonsoir à tous. Mais alors les étudiants de l'agro, ils sont plutôt Kevin, plutôt Arthur, un mélange des deux? Je dirais un savant mélange des deux. Bon, peut-être juste pour présenter un peu plus longuement le projet, pas le livre parce que je vous laisse découvrir l'histoire, mais le livre, puisqu'on est à Saclay, parlons de Saclay. Moi, je suis content d'abord ce soir de revenir sur les lieux du crime, puisque j'avais été invité par la direction d'AgroParisTech à venir visiter l'université quand je préparais mon livre. J'avais envoyé une requête à la com pour savoir si je pouvais faire un tour. Bon, et puis pas de chance pour eux, c'est sûr qu'ils ne sont pas bien servis dans les 2 premières pages du livre. Mais en même temps, ce plateau-là que je redécouvre sous un autre angle est vraiment chaque fois un peu pire. J'avoue que c'est assez frappant à quel point il illustre tout ce qu'on peut reprocher au fond à la modernité et à son traitement justement des choses naturelles. Bon, voilà. Ah ben non, mais ça ira mieux comme ça, pardon. Ouais. Et moi, j'avais été frappé en visitant donc AgroParisTech la toute première fois de ce chiasme entre une école qui est de plus en plus axée sur l'agroécologie et sur les pratiques de retour un peu à une agriculture respectueuse du vivant, des sols, etc. Et puis l'architecture même de l'école qui est tout sauf ça, avec des espèces de petits espaces comme la noue qui m'avait marqué parce que c'est vraiment quand on a tout détruit, on garde juste un petit truc pour dire regardez, c'est un petit souvenir de ce que ça pourrait être sur 4 mètres carrés. Voilà, et donc ce livre pour moi n'aborde pas vraiment la question écologique, il la prend comme au fond un point de départ, un présupposé. Il n'est pas là pour convaincre le lecteur que c'est important, les sols, la terre, et que ça serait un autre livre. Puisque le livre commence par la démonstration du professeur sur les vers de terre, on pourra en reparler, l'importance des lombrics dans les sols, l'importance donc de traiter la fertilité de la terre en elle-même, ou en limitant en tout cas l'apport de produits de synthèse, et met l'accent sur le rôle de ce lombricien dont Darwin avait découvert les vertus, avait expliqué qu'il était le laboureur de la terre. Et d'ailleurs, Darwin se pose une question à un moment donné dans son livre sur les vers de terre, donc qui est son dernier livre. Il se demande, mais pourquoi est-ce que on ne s'en est pas aperçu plus tôt? Même question au fond que pour l'évolution naturelle. Et effectivement, depuis 2500 ans, on regarde énormément les étoiles. Les philosophes regardent beaucoup les étoiles, les scientifiques qui sont souvent sont aussi des astronomes. Et on regarde très peu ce qu'on a sous les pieds. Dans le Théétète de Platon, à un moment donné, Socrate raconte l'histoire de Thalès, le mathématicien, qui se promène, regarde le ciel la nuit et tombe dans un trou. Et là, une femme, une servante Thrace, très maligne, nous dit Socrate, lui dit « mais arrête de regarder un peu le ciel, regarde ce que tu as sous les pieds ». Et au fond, personne n'a vraiment écouté la servante Thrace jusqu'à Darwin. La science du sol, la pédologie, date du milieu du 19e siècle, alors que l'astronomie date des Grecs anciens. Finalement, et on connaît encore très très mal ce sol, puisque
seuls 3% des espèces vivantes qui le composent. Alors là, je me fie à Marc-André Solos, qui est le grand gourou des sols, et puis un magnifique vulgarisateur aussi, très utile pour quelqu'un comme moi. Seuls 3% des espèces vivantes dans le sol sont connues, c'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant à comprendre, tout un univers à découvrir. En fait, on ne sait pas encore très bien comment ça marche, comment fonctionnent ces milliards de bactéries que vous connaissez déjà un peu mieux que moi et qui composent un gramme de terre. Et du coup, quand on se rend compte de notre ignorance, cette ignorance commande naturellement la prudence. Et en retour, on comprend à quel point nous avons été imprudents en fait, dans notre traitement de la Terre ces 50 dernières années. Voilà. Et alors, donc, pour revenir à Darwin, il se demande pourquoi est-ce que ça n'intéressait personne, les vers de terre, la Terre, globalement jusqu'à son époque. Et il a cette réflexion qui est en fait très similaire à ce qu'il dit dans l'origine des espèces. Il dit en fait l'esprit humain n'arrive pas à concevoir la multiplication d'une infinité de petites actions. L'esprit humain veut, et c'est vrai aussi en politique, une grande action, quelque chose de clair, un acte créateur par exemple, s'agissant de la théologie. Et il ne comprend pas qu'en fait, et donc il faut qu'il comprenne qu'il y a un plan derrière tout ça. Et dans l'origine des espèces, Darwin dit, si l'esprit humain était capable de se représenter les millions d'années, l'étendue de temps de l'évolution naturelle, alors il serait moins surpris devant la complexité d'un organisme. Parce qu'il comprendrait que c'est petite modification par petite modification, chacune d'entre elles est intelligible. Mais simplement, il n'arrive pas à se représenter le temps. Et sur les vers de terre, en fait, c'est la même chose, mais dans l'espace. Il n'arrive pas à se représenter que autant de tout petits animaux puissent effectivement avoir un rôle aussi important, en l'occurrence construire un sol. Et Darwin se demande, c'est lui qui fait l'hypothèse que si les ruines antiques sont sous la terre, ce n'est pas parce qu'elles se sont effondrées ou qu'elles sont descendues. D'ailleurs, elles sont toujours sous 50 cm ou 1 mètre de terre, elles sont quasiment en surface. Mais c'est parce qu'en fait, la terre les a recouvertes. Et la terre les a recouvertes par le travail des vers de terre. D'ailleurs, on peut être là plus précis, puisque c'est un public, j'imagine, de spécialistes, des asséniques, c'est-à-dire ceux qui vont de haut en bas et qui construisent leur petit turicule et qui, au fond, font un travail comme ça de sapeur, de renvoyer la terre du bas en haut, et qui, au bout de plusieurs centaines d'années, en fait, reconstituent un sol. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'en fait, les constructions humaines, comme celles qu'on voit ici, sont une sorte de désir fou et qui demande des efforts et une énergie colossale de repousser le travail de l'humus. Parce que le travail de l'humus, c'est un recyclage permanent de la mort en vie. Les cadavres végétaux essentiellement qui tombent sur la Terre sont décomposés, les liens moléculaires sont brisés, et ces molécules permettent ensuite d'alimenter la vie nouvelle et de constituer des nouveaux organismes carbonés. Et donc, constamment, l'humus est une machine à produire de la temporalité en recyclant comme ça la mort en vie. Et ce qu'on fait quand on construit un bâtiment, une ville, etc., c'est qu'on essaye en fait d'arrêter ce processus. Et c'est pour ça qu'on passe tant d'efforts à nettoyer en permanence et constamment à repousser en fait l'avènement du sol. J'étais très frappé de découvrir dans les bouquins de Solos que si on ravale les façades d'immeubles dans les villes, et notamment à Paris, quand elles se noircissent, ce n'est pas à cause de la pollution, mais c'est essentiellement à cause de la formation du sol. C'est-à-dire que la petite trace noire qu'on voit sur les immeubles, c'est le sol qui commence en fait à naître. Et si on les laissait 1000 ans à l'abandon, et au bout de 1000 ans, il y aurait un sol, un humus, une forêt. Voilà, une forêt primaire. Et donc, on est constamment en train de lutter contre ça pour créer de la permanence. Alors que l'humus, lui, est une machine à impermanence, au fond. C'est-à-dire à toujours détruire pour qu'on puisse toujours recréer. Et c'est pour ça que le livre s'appelle Humus, au-delà de la question des vers de terre et des deux personnages, c'est que cet humus, c'est un principe quasiment existentiel, au fond, qui nourrit notre temporalité, qui évidemment est à l'origine de la vie et donc de l'homme lui-même, à la fois étymologiquement et bibliquement, et auquel nous retournons. Et d'ailleurs, il est intéressant d'observer sous ce prisme les débats qui ont lieu à l'heure actuelle sur l'humusation. Je ne sais pas si ça vous parle, qui est ce procédé à la fois vieux comme la vie et nouveau un peu dans sa présentation technologique, qui consiste à mettre les cadavres humains, même la matière organique, pour qu'ils se décomposent de manière
bon, propre et rapide. Alors aux États-Unis, on fait ça dans des tubes en mettant, en dosant de manière très précise les matières organiques. Et on donne à la famille, pour être un peu cash, des sacs de terreau, enfin l'équivalent, à partir de laquelle on peut planter des arbres. Et bon, moi, je trouve que c'est, quand on n'est pas croyant, comme c'est mon cas, je suis désolé de le dire ici, une perspective, au fond, plus rassurante, puisque immédiatement, en fait, ça m'enserre à la vie. On n'est pas bloqué un certain temps justement dans un artefact humain qu'est le cimetière. Voilà, mais bon, je me suis un peu lancé comme ça sur l'humus, mais le livre, évidemment, après, raconte des histoires de ces deux personnages. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était moins d'ailleurs leur trajectoire sociale, parce que oui, c'est vrai, il y en a un qui est plutôt dans le sens de la descente, l'autre plutôt dans le sens de l'ascension, mais eux, à titre personnel, ne se considèrent pas comme des transfuges de classe, tout ça, ça les intéresse pas du tout. Ils comprennent que c'est ce qu'ils sont dans le regard des autres, et que d'où ils doivent... disons, ils doivent modifier leur comportement de manière à ne pas choquer. Donc Kevin comprend bien que c'est ça, celui qui fait du business, des startups, comprend bien que c'est ça qu'on attend de lui, en fait. Parce que c'est valorisant, au fond, pour l'élite d'imaginer que certains qui y sont extérieurs peuvent y accéder. Et Arthur, lui, doit faire énormément d'efforts en tant que néo-rural pour s'intégrer dans son village et pour cesser d'être vu comme un Parisien déconnecté. Voilà, donc ils ont ça en tête, mais plutôt comme une contrainte, en tout cas pas du tout comme quelque chose qui les définit. Eux, ils aimeraient bien pouvoir justement ne pas y penser. En revanche, moi, ce qui m'intéressait, c'est exactement ce que vous disiez sur la deuxième partie du livre, c'est de faire un roman d'initiation, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on plonge un jeune héros dans le monde réel, et le jeune héros, il veut conquérir Paris, ou l'amour, ou la gloire militaire. Et un jeune héros de votre âge, assez naturellement, dans le monde d'aujourd'hui, et assez légitimement d'ailleurs, il veut sauver la planète. Donc ça, très bien, ils ont chacun cet idéal. Néanmoins, ce ne sont pas des bifurqueurs. Alors, je ne sais pas si vous allez me raconter, après, si vous avez toujours cette tradition-là, si vous avez maintenu cette tradition des bifurqueurs à chaque remise de diplôme, mais bon, tout le monde, j'imagine, voit ce qui s'est passé il y a déjà 2 ans à AgroParisTech. Il était important pour moi que les deux héros voient les bifurqueurs, hésitent à les rejoindre, mais ne montent pas sur scène. Parce que je ne voulais pas en faire des militants d'emblée très radicaux et au fond qui auraient mérité un traitement romanesque à part entière, mais qui n'auraient pas été représentatifs de leur génération. Je voulais qu'ils soient parfaitement représentatifs, c'est-à-dire qu'ils aient la conscience écologique moyenne, ni plus ni moins, d'étudiants normaux, disons, à AgroParisTech. Et ensuite, ils prennent 2 chemins différents, mais en fait, ils auraient pu épouser le chemin de l'autre. Ça se fait par hasard, parce que dans la vie, la carrière, etc., c'est beaucoup de hasard. Arthur, au fond, il fait ça pour séduire une fille au début, et puis Kevin, il fait son choix à lui de business parce qu'il veut rester à Paris. Donc c'est des choses un peu anecdotiques. Mais petit à petit, ces choix qui n'ont l'air de rien finissent par les définir, et chacun dans sa voie, ils se radicalisent, et la question de leur amitié ambiguë, un peu amoureuse, est centrale dans le livre, puisque en fait, elle reflète la question de la possibilité pour ces 2 options face à la crise écologique de coexister. Donc l'un, disons, va rester dans le système, dans le capitalisme, et essayer d'être vertueux, et puis donc c'est ce qu'on dirait une morale une morale des effets, une morale conséquentialiste, disons, peu importe les moyens du moment que l'impact est important. Et puis l'autre va considérer que ce qui est avant tout nécessaire, c'est la vertu personnelle, et donc va petit à petit revenir à la terre, se radicaliser politiquement, lire les éco-anarchistes, plonger dans cet univers un peu para-révolutionnaire des soulèvements de la terre et de leurs successeurs. Et la question, c'est est-ce qu'ils peuvent rester amis, et donc derrière cette question, c'est est-ce que ces 2 visions du monde, est-ce que ces 2 méthodes peuvent coexister dans notre société, ou est-ce que ces 2 modèles qui sont exclusifs l'un de l'autre? Et je n'ai pas la réponse, et c'est pour ça que j'ai fait un roman et pas un essai, c'est pour laisser le lecteur ensuite se faire sa propre opinion là-dessus. Voilà. Mais je crois que vous avez des questions, non? Donc moi, je suis très curieux de vous entendre justement par rapport à ce livre, puisque vous en êtes presque les objets ou les sujets. Enfin. Vous parliez de capitalisme vert tout à l'heure. Justement, en lisant le livre, c'est une question qu'on s'était posée. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose de réaliste ou pas,
ou est-ce que c'est juste une façade pour les entreprises fructifiantes, comme par exemple L'Oréal dans le livre? Oui, d'ailleurs, L'Oréal a réagi au livre. Et finalement, j'ai été invité à déjeuner avec le directeur de L'Oréal, le directeur général. Et il m'a dit au déjeuner que globalement, ils avaient hésité entre le procès ou le déjeuner. Et que c'était tombé du bon côté, quoi, pour moi. Mais L'Oréal n'étant pas pire qu'une autre. Enfin, c'était un exemple archétypal juste. Alors, le livre ne résout pas la question. Ce qu'il essaye de faire, le livre, c'est d'être très documenté sur le plan à la fois agronomique, mais aussi économique, juridique, administratif, social, etc. Et ça, je suis pas mal plongé dans ces univers-là, pour montrer aux jeunes qui ont ces idéaux tous les obstacles qui vont surgir, toutes les hypocrisies, toutes les magouilles, mais dans les deux cas d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas un qui est pur et l'autre impur, parce qu'Arthur aussi il doit faire énormément de compromis avec le réel dans sa terre. Il commence par la faucher à la main, etc. Puis très vite, il va dire non, je vais prendre le tracteur de mon voisin qui pollue, qui marche au pétrole, mais là, vraiment, à la faux, je ne peux pas y arriver. Donc, il n'y en a pas un qui reste pur et l'autre qui se souille dans le capitalisme. Les deux doivent faire des compromis. Et c'est ça qui m'intéresse. Et les deux ont affaire à des obstacles de nature administrative ou économique. Kevin, quand il demande un prêt pour faire une petite chose, des petits vermicomposteurs, il ne l'obtient pas. Et en fait, il se rend compte que c'est plus facile de demander 10 millions pour faire une entreprise tech que 60 000 € pour faire quelque chose de simplement à l'équilibre. Arthur, lui, se dit maintenant, je suis pauvre, mais au moins je suis libre. Dans ce village, il s'aperçoit qu'en fait, il est rattrapé par la société et par l'État quelque part, parce que il y a toutes sortes d'affaires. Alors, au village, ils prennent des bières dans l'épicerie, mais l'épicerie n'a pas la licence 4. Alors les flics disent maintenant vous n'avez pas le droit de boire des bières à l'intérieur, il faut les boire à l'extérieur, mais il pleut. Enfin voilà, ce genre de. La haie, il essaye de faire une haie, bien sûr. C'est le premier truc qu'on fait quand on est néo-rural, bobo écolo, on fait une haie. La haie, c'est vraiment complètement archétypal. Mais sa haie, elle est dans son terrain, mais à moins de 1,50 m du terrain du voisin. Et donc, le voisin est tout à fait légitime à demander à un huissier de demander à Arthur de détruire la haie. Il touche le RSA, mais pareil, il a des contrôles du RSA qui tournent mal. Et tout ça est parfaitement documenté, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est-à-dire que les deux, ils se cognent constamment en fait, à notre réalité contemporaine, économique et sociale, et administrative. Alors je ne vais quand même pas me défiler par rapport à votre question. D'autant que maintenant, je suis pour le coup en train d'écrire un essai, donc je commence à y voir mieux. Mais en m'éloignant, disons, du roman et de la forme romanesque. Mais d'abord, je pense qu'il ne faut pas confondre capitalisme et productivisme. L'URSS n'était certainement pas capitaliste, mais ultra-productiviste. Et que il y a sans rentrer dans les détails, il y a des pensées qui ne sont pas des pensées de la décroissance, mais de la non-croissance, qui sont tout à fait compatibles, me semble-t-il, avec l'économie de marché au sens où elle régule les échanges. Elle permet simplement l'échange et donc un peu la liberté d'entreprendre, de faire des choses, sans pour autant viser ni à la production, ni à la croissance, que ce soit pour les entreprises ou pour la société, l'État en général. Et après, en écrivant ce livre, j'ai été rechercher un peu les origines de ce productivisme, et on le trouve déjà avant donc l'essor véritable du capitalisme dans la pensée physiocratique. Je ne sais pas si vous en êtes familier. Les physiocrates au XVIIIe siècle sont des penseurs assez modernes à l'époque, qui vont beaucoup inspirer d'ailleurs Turgot puis les révolutionnaires français, et qui expliquent que toute richesse vient de la terre. Que donc tout le reste, l'industrie, les services, tout ça c'est dérivé de la terre, et la terre en fait c'est 100% des richesses. Et effectivement aujourd'hui, si rien ne sort de la terre, tout le reste s'écroule. Ce qui rend d'ailleurs l'appauvrissement des sols d'autant plus vertigineux. Et donc on est en 1750 et Quesnay et donc François Quesnay qui fait toutes sortes de choses, qui est médecin, agronome, comme à l'époque il faisait tout. Et il écrit l'article Grain de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert. Et l'article Grain, c'est vraiment la définition de ce qu'on appellerait aujourd'hui le productivisme, c'est-à-dire il explique que c'est fini là, les petites fermes où les gens font de l'autosubsistance, maintenant il faut les regrouper, il
faut remembrer. D'ailleurs, les fermiers, il faut les appeler des entrepreneurs, ils n'emploient déjà le mot. Et puis, il faut mettre de l'engrais, donc du fumier à l'époque. Il faut investir, donc il faut de l'argent pour ça. Parce que, par exemple, il faut... alors, il n'y a pas encore de machine, mais il faut substituer aux bœufs des chevaux. Parce que les chevaux, c'est plus risqué, c'est plus fragile, mais en même temps, ça a vraiment plus de puissance. Et donc, c'est un investissement risqué, mais un investissement nécessaire. Et tout ça, pourquoi aussi? Pour alimenter les caisses de l'État, important, pour produire des revenus, pour que les fermiers généraux puissent ensuite nourrir en fait, la puissance étatique. Et tout ça s'accompagnant d'une vision politique très autoritaire, puisque Quesnay écrit aussi un éloge de la Chine de l'époque, et un éloge d'une espèce d'autoritarisme centralisé qui permet justement cette transformation agricole. Donc les racines de ce productivisme, elles sont en fait bien antérieures à la mécanisation de l'après-guerre, c'est ça que je voulais dire. Et au fond, voilà, bien antérieure au capitalisme, je pense, tel qu'on l'entend aujourd'hui. Donc en tout cas, je propose de dissocier les deux sujets ou les deux problèmes. Bon, pour changer complètement de sujet, enfin complètement, on reste sur le livre. Comme vous l'avez bien dit, Humus, c'est un roman d'apprentissage. Et on voit que les deux protagonistes ont très fréquemment à poser des choix. Finalement, comment vous voyez ça? Comment poser des choix impactant toute une vie? Qu'est-ce qui peut nous aider à choisir notre direction de vie? Et comment aussi ne pas tomber dans le cas extrême? Comment ne pas être dévoré par ses convictions après et aller trop loin comme ils peuvent le faire? Bah oui, le livre il met en scène des héros qui c'est vrai qu'il y a plusieurs moments cruciaux où ils doivent. Il y a un moment où Arthur peut ou pas se réconcilier avec Jobard, où il peut ou pas s'associer à Kevin, où Kevin peut ou pas quitter Philippines et son entreprise. Donc effectivement, il y a plusieurs moments où il y a des choix à faire. Évidemment, j'ai aucun conseil à donner puisque le but du jeu c'est que chacun puisse faire les siens, ça c'est clair. Mais je me rappelle de cette anecdote, je ne sais plus où elle se trouve. Pendant la guerre, Sartre reçoit un jeune élève qui hésite à s'engager dans la résistance et qui lui demande conseil. Et Sartre lui dit, en fait, si vous me demandez, c'est que vous avez déjà choisi. Et ce qu'il veut dire par là, parce que c'est un existentialiste, c'est tout à fait cohérent avec sa philosophie, c'est un choix, c'est pas un moment, enfin, on ne s'assoit pas en pesant le pour et le contre. C'est le reflet des innombrables choix que vous avez faits pendant toute votre vie. Et c'est ça qui rend votre personnalité cohérente, et c'est ça qui fait que en fait, les choix, à un moment donné, vous paraissent évidents. Vous paraissent évidents parce qu'ils sont la somme de tout ce que vous êtes et de toutes les petites décisions que vous avez prises précédemment. Je pense que la mauvaise méthode, c'est de s'asseoir en se disant, bon, alors ça, c'est le pour, ça, c'est le contre. Mais la bonne méthode, c'est d'attendre, au fond, que... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi à titre personnel, y compris d'ailleurs pour choisir un sujet de livre. Il y a des moments où, tout d'un coup, toutes ces idées vagues se concrétisent, mais parce qu'elles sont le reflet d'années à s'intéresser à telle ou telle chose ou à avoir telle ou telle idée. Il faut simplement laisser ce processus un peu, qui est l'accumulation de tout ce que vous avez en vous, se faire par lui-même plutôt que d'essayer de le rationaliser à l'extrême, me semble-t-il. Et du coup, pour la partie sur les convictions, comment poser les limites et savoir se remettre en question? Parce que dans le livre, on a quand même l'impression que petit à petit, Arthur et Kevin sont convaincus de leurs idéaux et sont quand même très peu enclins à changer leurs avis et ne serait-ce qu'à écouter les avis des autres. Quelque part, c'est aussi une force parce que, par exemple, moi, c'était notamment la mise en scène d'Arthur, était pour moi la possibilité d'aller jusqu'au bout de certaines convictions qui, quand moi je les rationalise, sont plus modérées en fait, plus équilibrées. Mais c'est toujours un peu dommage, on regrette toujours un peu cette modération. On se dit, ah oui, si j'avais vraiment lâché la bride, si j'étais devenu complètement éco-anarchiste radical, qu'est-ce que ça donne? Et donc construire des personnages, c'est aussi la possibilité pour moi, en tout cas, de me projeter en perdant toute limite et en voyant jusqu'où on peut aller avec ces convictions-là. Et
c'est aussi toujours admirable, quelqu'un qui fait ce trajet-là. Donc on ne peut pas trop le... pas vous dire tout de suite, est-ce qu'il faut se modérer? Faut peut-être pas toujours se modérer. En tout cas, moi, j'ai donné la chance à mes personnages d'aller jusqu'au bout de leurs idées. Et au fond, tous ont fait souvent trop de compromis et on le regrette plus tard. Donc voilà. Bon, et après, c'est vrai que après, de manière un peu plus, disons, voilà, banale, je dirais que d'ailleurs, c'est ce que présente le livre, parce que le livre présente comme il est construit de manière binaire, on entend toujours les arguments, ou du moins l'univers de l'un et l'univers de l'autre. Et ce qui vraiment fait, ce qui sauve les gens, c'est d'arriver à se... C'est pas tellement d'arriver à comprendre les idées de l'autre, c'est à comprendre l'autre tout court. C'est-à-dire que de ne pas être dans une attitude disons, de jugement, mais Montaigne le dit beaucoup, parce que Montaigne vivait à une époque où il y avait des guerres de religion très féroces entre les catholiques et les protestants, et lui, il se trouve un peu entre les deux, parce qu'il comprend en fait les manières de voir de chacun. Et donc, il est impossible de se mettre complètement dans un camp, parce qu'il entend et il comprend les autres, mais aussi parce qu'il va les voir, parce qu'il leur parle, et parce que ce qu'il y a d'humain en eux, voilà, lui fait comprendre leur raisonnement. Si on lui livre le raisonnement brut, sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, ou sur les médias, ou dans les journaux, ou même dans un livre, c'est très facile de le rejeter de manière totale, en disant c'est n'importe quoi, c'est absurde. Mais si on commence à comprendre la personne, à ce moment-là, on est plus sensible, je pense, à adopter une perspective différente. Non, parfait. Je pense qu'on peut proposer maintenant aux personnes présentes dans la salle qui veulent poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on va regarder évidemment aussi les questions posées en visio. Oui. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis également étudiant à AgroParisTech en deuxième année. J'ai lu votre livre sans vous connaître vous, donc j'aimerais bien avoir votre avis sur la question. J'ai vu que vous critiquiez un peu notre hyper-bureaucratie à la française. Et nous, dans notre école, de plus en plus, ayant une vision assez négative du capitalisme et ayant l'opportunité de pouvoir accéder à des postes de ce qu'on appelle hauts fonctionnaires, et étant persuadé de pouvoir donc accéder à des postes à haute responsabilité et avoir des leviers d'action pour pouvoir faire changer les choses. On est beaucoup à vouloir s'orienter à ces postes-là. Je voulais savoir donc quel était votre avis peut-être là-dessus, ce que vous en pensiez. Et plus globalement, je suppose que vous avez déjà parlé de ça dans d'autres interventions, mais peut-être développer un peu votre avis sur la bureaucratie française. Voilà, merci. En tout cas, moi, s'agissant de la question écologique, puisque c'est ça, des postes à responsabilité, au ministère de l'Environnement, enfin, c'est ça dont vous parlez, j'imagine, ou dans les agences de l'eau. Ouais. Il y a un consensus qui est en train de se former sur la planification écologique, qui traverse tous les courants de politique et qui, effectivement, donne un rôle central à l'État pour définir les régulations dont parlons. Mais je voudrais quand même rappeler que dans ses origines, jusqu'à très récemment, la pensée écologique a toujours été hyper décentralisatrice. Elle s'est toujours reposée sur les capacités de gestion locale de son environnement, en estimant que c'est en étant responsable de son espace de vie, disons, de son territoire, en étant responsable aussi politiquement, qu'on va le mieux prendre soin des écosystèmes, et aussi en assumant le fait que chaque écosystème local est tellement singulier qu'il est très compliqué d'établir une norme valable pour tous. Et je vois ça aujourd'hui. Alors, je travaille sur un prochain livre qui sera sur l'eau. Et aujourd'hui, vous avez vraiment... Bon, l'État, donc il y a des problèmes que vous connaissez mieux que moi. Le dérèglement climatique rompt le cycle de l'eau. Les précipitations sont plus abondantes, mais plus saisonnières. C'est exactement ce qu'on voit en ce moment. Et les risques de sécheresse sont réels. Et la logique de l'État, logique planificatrice de l'État, modernisatrice, c'est la mutualisation. En disant, on va reconnecter les tuyaux pour que un village qui n'a plus d'eau puisse être desservi par un autre. Et puis, on va créer des usines d'eau, de traitement de l'eau qui vont permettre de dépolluer tout ça. Et c'est une logique qui est en soi tout à fait légitime.
Mais je voudrais rappeler qu'il y a une autre logique qui me semble plus authentiquement écologique, qui est au contraire, reporter la gestion de l'eau à un niveau très local. Si elle est polluée, d'abord dépolluer ce qui cause cette pollution, plutôt que dépolluer en aval l'eau qui sort. Donc, s'entendre, si vous consommez vraiment l'eau de votre environnement, croyez-moi que si vous avez la capacité de vous organiser politiquement, croyez-moi que les populations feront assez pression sur les agriculteurs pour qu'autour des points de captage, il y ait plus d'intrants pour que l'eau soit de bonne qualité. Si vous n'avez pas, voyez, l'option de la centrale d'eau qui purifie tout. Et pareil, les techniques d'hydrologie régénérative sont des techniques d'autogestion où on va construire des buttes, des méandres dans les cours d'eau, etc., pour mieux capter l'eau, mieux la stocker, mieux la répartir, qui justement viennent d'une nécessité perçue et gérée en local. Toute la question des communs, c'est une question éminemment de gouvernance locale. Et d'ailleurs, l'eau est absolument l'objet idéal pour ça, parce que avant les grandes adductions, il y avait la gestion des communs qui était une gestion très stricte. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas de compteur d'eau, mais les gens avaient des tours d'eau où ils pouvaient détourner l'eau du canal central, de la canalisation centrale, mais chacun son tour, à telle heure. Enfin, c'est très strict, très ordonné, mais décidé en commun. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, évidemment, vu l'état actuel des superstructures et vu la crise dans laquelle on est, je préfère qu'il y ait de la planification plutôt que rien. Et s'il y a des gens intelligents qui s'occupent d'écologie à haut niveau, c'est beaucoup mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Mais dans un monde idéal, l'écologie est quand même, je trouve, même dans sa vision du monde, très ancrée dans les écosystèmes et donc assez hostile à une gestion étatique de la question. C'est vrai chez les éco-anarchistes de la fin du 19e siècle comme Élisée Reclus, c'est vrai chez les trotskistes des années 70 comme Gortz et Illich, qui pour eux, ils disaient le jour où l'État s'occupera des crédits carbone, c'est que tout sera foutu. Hein. C'est un peu ça qu'ils racontent dans leur texte. C'est vrai chez Bookchin et des gens qui aujourd'hui inspirent des mouvements, notamment au Kurdistan, fondés sur l'écologie sociale. Et c'est vrai même chez Tocqueville, qui est à la fois un libéral qui critique déjà la bureaucratie française et qui est aussi un des premiers écologistes qui parle des forêts primaires. Donc voilà, là on en est tellement loin que je comprends que ça ne soit pas forcément la solution à faire ici et maintenant. Mais je pense qu'elle est en soi plus pertinente. Voilà. Autre question ? Non, et puis, dernière chose sur la question des normes. En fait, une norme complexe est une norme très facile à éviter. Donc, quand on dit qu'il faut moins de normes, ce n'est pas pour qu'il y ait moins de contraintes. Moins de normes, c'est plus de contraintes. Et c'est tout à fait, d'ailleurs, le paradoxe qui a été... et là, c'est tombé du mauvais côté, qui a été dévoilé pendant la crise des agriculteurs. Les agriculteurs disaient on a trop de normes. Ils ont complètement raison. Leur truc est invivable. Mais ça s'est retourné la FNSEA disant il y a trop de contraintes environnementales. Or, je vais vous donner un exemple, c'est une expérience de pensée. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire demain. Mais l'Union européenne a dit en 2035, plus de voitures électriques, plus de moteurs thermiques. C'est hyper simple comme norme, là, pour le coup. Très simple. C'est très simple, donc c'est très fort et très puissant. Toute l'industrie doit s'adapter. Si l'Union européenne disait en 2035, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut faire ça, les choses sont plus compliquées, etc. Mais expérience de pensée disait plus d'intrants de synthèse, plus de labour profond. Vous pouvez enlever toutes les autres normes qui existent autour de l'agriculture, parce que si vous avez plus d'intrants de synthèse, plus de labour profond, tout le monde sera obligé de faire des mares, de l'agroforesterie, enfin, ça sera la seule solution en fait pour produire. Et ça, c'est des normes d'une simplicité extrême. Alors que quand on complexifie, c'est qu'on n'a pas le courage politique d'avoir un projet clair. Et quid de l'acceptation par les personnes? Parce que si on veut faire des choses en local, encore faut-il que les personnes localisées dans ce coin-là soient d'accord, soient véritablement acteurs. En théorie, mais bon, encore une fois, je vois bien que c'est vraiment une utopie, mais bon, on est aussi là pour en parler d'utopie. D'ailleurs, il y a un livre qui est pour moi, que j'ai découvert récemment, et qui illustre exactement ma vision des choses. Ça s'appelle Ecotopia. Je ne sais pas si vous en avez lu ou entendu parler dans la salle, d'Ernest Callenbach,
qui est un peu c'est un peu les alternatives des années 70 de Berkeley, qui imagine la Californie devenant un État écologique idéal, faisant sécession du reste des États-Unis. Et je retrouve dedans toutes mes idées, y compris le revenu universel, les prisons ouvertes, enfin dans les moindres détails, les coopératives s'agissant des entreprises. Et une gestion toujours, alors il y a un État central d'ailleurs, mais une gestion par subsidiarité ascendante, c'est-à-dire que d'abord, la responsabilité est donnée aux collectifs qui sont formés partout sur le territoire, enfin, aux communautés quoi, qui existent et qui gèrent leur propre environnement. Et puis après, les problèmes les plus irrésolubles sont délégués à la puissance étatique. Et pour répondre à votre question, donc en théorie, et c'est pour ça que je prends Ecotopia, parce que c'est une manière de le voir de façon narrative, en théorie, ça ne peut marcher que si vous avez une responsabilité politique réelle sur le territoire. Et donc la possibilité ensuite d'avoir des institutions dans lesquelles il y a une véritable décision démocratique sur des compétences qui sont rapatriées au plus petit échelon. Et à ce moment-là, si tout ça fonctionne bien, l'intérêt des citoyens rejoindra en fait très aisément la nécessité écologique, parce que si vous êtes vraiment responsable de votre territoire, vous êtes les premiers à avoir intérêt à ce que l'eau soit propre, à ce qu'il n'y ait pas de glissement de terrain, à ce qu'il n'y ait pas trop de pesticides dans les champs, à ce qu'il y ait des... Enfin, et donc ça se discute ensuite entre les différents acteurs, ça débouche sur des compromis, et c'est ça qu'on appelle une gestion des communs en fait. Bonsoir, merci. Moi j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre livre, je suis ingénieur agronome aussi, et il y a 20 ans j'étais dans le parc de Grignon, donc j'ai lu avec beaucoup de plaisir les premières pages, avec une certaine nostalgie bien évidemment. J'avais deux propos, un vraiment sur le livre et puis un petit peu plus global sur les concepts. Sur le livre, alors moi j'ai senti un tournant au moment du refus de réconciliation. Est-ce que ça aurait pu finir autrement? Entre les deux héros ou entre Arthur et Jobard? Pour Arthur, oui. Si c'était réconcilié avec son voisin. Oui. Voilà, moi j'ai vraiment senti cette cassure à ce moment-là, et puis la dégringolade après. Voilà, premier propos. Et puis deuxième propos, finalement, ce qui relie ces deux personnages, c'est une volonté d'autonomie, d'économie circulaire, de recyclage, de fonctionnement harmonisé à une certaine échelle. Moi, c'est vrai qu'en tant qu'agronome et ingénieur agronome, ça me pose toujours une question, ces propos autour de l'autonomie, parce que je considère que la France s'est développée sur la coopération entre ses terroirs, le monde s'est développé sur des relations commerciales, sur des pays qui ont des atouts, d'autres qui en ont moins, qui en ont d'autres. Et à quel moment, finalement, autonomie s'oppose avec solidarité? Il y a des villes qui promeuvent une certaine autonomie alimentaire, mais il ne faut pas oublier qu'elle peut se faire de façon contradictoire avec l'autonomie de leurs voisins. Vous parliez de la gestion de l'eau. Il y a des pays où, quand on soit à la source ou à l'embouchure, si tous ceux d'avant ont pompé pour l'irrigation, ceux d'en dessous n'en ont pas. Je ne suis pas sûre que la question de l'eau se prête complètement à une gestion autonome. Et si oui, tout dépend de l'échelle. Voilà, donc vous interrogez un petit peu sur ces propos. Merci, non, c'est hyper pertinent. Alors sur la première question, oui, alors complètement, et je suis ravi que vous le remarquiez. Donc pour rappeler, pour poser le contexte peut-être pour ceux qui n'ont pas lu le livre, Arthur, donc c'est le néo-rural qui reprend la ferme de son grand-père, qui réintroduit des vers de terre, etc. Et son voisin, c'est un agriculteur conventionnel qui s'appelle Jobard, qui a un nom normand typique. Et au début, Arthur arrive avec plein de préjugés sur Jobard et réciproquement.
Et je voulais absolument pas que dans le livre, Jobard soit juste un salaud et que Arthur soit le super gentil et écolo bobo. Donc je voulais qu'ils soient tous les deux beaucoup plus complexes que ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, petit à petit, on s'aperçoit que Jobard n'est pas si mauvais, que d'ailleurs Jobard n'a pas spolié le grand-père d'Arthur comme Arthur l'imaginait. Et tout ça, et cette possibilité de réconciliation se tisse à travers une tierce personne qui est Léa. Et j'en parle juste 2 secondes parce que c'est symptomatique, je pense, des villages d'aujourd'hui. Les villages aujourd'hui sont peuplés. Un tiers de la population vit en milieu rural selon l'INSEE, donc il n'y a pas une espèce de disparition totale des villages. Il y a même des villages qui se repeuplent, près de chez moi en Normandie, qui rouvrent des écoles. Mais simplement, c'est plus du tout une population homogène socialement et culturellement comme autrefois. C'est des gens qui viennent de partout et qui souvent ne se connaissent pas, alors même qu'ils sont voisins de villages, ce qui était absolument impensable auparavant, qui vivent dans un village comme on vivrait en fait dans un immeuble, avec sa voiture, le supermarché. Et bon. Et donc Léa, c'est celle qui, dans le village, c'est un peu la sorcière, quoi, qui fait tourner un peu tout ça et qui parvient à lier les gens les uns aux autres. Et c'est à travers elle donc, pourrait s'opérer cette réconciliation. Et je voulais montrer la possibilité de cette réconciliation qui était aussi un message d'espoir par rapport à, justement, à ces tendances qu'on a tendance à confronter de manière aussi binaire entre l'écologie d'un côté et les agris de l'autre. Et pour montrer que c'était beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y a quelque part tout le monde, qu'on pouvait se réconcilier en tout cas. J'ai passé 2 jours là au salon de l'agriculture. J'étais dans le hall 4. Donc le hall 4, c'est le hall chiant où il y a tous les institutionnels, où il n'y a aucune famille et tout. Bon, et il y avait tout le monde, c'est-à-dire la FNSEA, la Confédération paysanne, les gens de l'agriculture et de conservation des sols, les gens du bio, les gens, bon, donc c'était extrêmement riche d'ailleurs. Et là, je me suis dit, il n'y a pas 2 camps, il y a 1000 camps. Les gens du bio vous disent que ceux de l'agriculture de conservation des sols mettent du glyphosate. Les gens de l'agriculture de conservation des sols disent que les bio ils font trop de labour. Et en fait, mais derrière ces 1000 nuances, on s'aperçoit quand même que tout le monde va plus ou moins dans la même direction, que même l'agriculture conventionnelle réduit ses intrants depuis maintenant une dizaine d'années, ne serait-ce que parce qu'ils sont trop chers, et qu'il y a quand même la prise de conscience assez générale que la valeur des sols, c'est aussi un capital, et qu'on ne peut pas perdre ce capital, que les rendements baissent quand que les rendements commencent à baisser dans les régions où les sols sont totalement lessivés. Et donc, voilà, en tout cas, je voulais qu'il y ait cette fenêtre d'optimisme possible. Ensuite, pour des raisons narratives propres au livre, parce que justement, c'est le début de la dégringolade d'Arthur, et c'est là où il ne veut plus écouter personne, je brise cette possibilité et on part sur un autre livre. Mais ça aurait pu, je voulais qu'il y ait cette voie possible, qu'il reste une voie possible. Après, s'agissant de l'autonomie, bah non, oui, enfin, reprenons l'exemple de l'eau, il est excellent parce que effectivement, il y a une solidarité nécessaire, mais ça sera au niveau, par exemple, d'un bassin versant entre l'amont et l'aval. Mais ça ne sera pas forcément au niveau d'un territoire tel qu'il est découpé administrativement aujourd'hui. Et donc, en fait, à travers la question écologique, renaissent disons des niveaux de solidarité qui sont plus organiques que la simple redistribution opérée par des tuyaux ou un État central. Voilà, me semble. Mais bon, je comprends parfaitement votre question. D'ailleurs, le livre ne la résout pas du tout, puisque si Arthur a son désir d'autonomie, et encore relatif dans son cas, puisque lui, c'est plutôt du dépouillement que de l'autonomie. À l'inverse, Kevin, lui, il est au contraire dans une centralisation extrême, puisque son idée, c'est de centraliser tous les déchets organiques dans une espèce de méga-usine de vermicompostage. Et rien ne dit dans le livre que cette entreprise ne va pas réussir. C'est-à-dire que quand, bon, pour entrer dans les détails, quand le Bouddha décide de sacrifier Kevin et que donc, en fait, le Bouddha décide aussi de continuer à investir. Et donc, comme Kevin est sacrifié aussi médiatiquement, que Philippine le poursuit pour harcèlement, etc., il n'est pas impossible, enfin, le livre ne le dit pas, que ce projet réussisse, que cette usine réussisse, et que finalement, le personnage qui aura fait le plus de bien à la planète dans toute cette histoire, c'est la plus cynique d'entre tous, c'est Philippine. Et je voulais mettre, même si ce n'est pas développé dans le livre, j'avais l'idée de mettre le lecteur face à cet inconfort moral. Est-ce que quelqu'un d'absolument horrible n'est pas en fait le plus vertueux dans l'affaire? Si en tout cas on parle d'une morale des conséquences. Et j'ai présenté mon livre dans le cadre du concours des lycéens dans les lycées, mais j'ai aussi présenté dans les prisons, parce qu'il y a un concours des prisonniers. Et il y a un prisonnier qui a eu exactement cette réflexion. Il a dit, oui,
bon, là, vos deux héros, ces deux branleurs, ils vont jamais rien réussir avec tout leur nœud au cerveau, etc. Mais celle qui a tout compris, c'est Philippine. Philippine, elle va y arriver. Parce que c'était un type très pragmatique. Il disait, mais Philippine, elle a compris comment le monde marche. Elle le prend tel qu'il est. Et finalement, elle fait une petite fraude là. Bon, ok, mais en fait, le principe de son entreprise n'est pas remis en cause. Voilà, donc ça m'amusait de. Donc voilà, donc le livre, lui, il ne choisit pas entre autonomie et au contraire un système beaucoup plus centralisé et avec voilà, où l'échange, en l'occurrence l'échange de déchets, est beaucoup plus universel, quoi. Une critique qu'on lit sur Internet quand on regarde les gens qui ont noté votre livre, c'est justement un peu le côté caricatural des personnages. Et je me souviens de quelqu'un qui écrivait, mais pourquoi critiquer comme ça la campagne? Les gens de la campagne ne sont pas ce que vous croyez. Alors d'abord, moi je lis jamais les commentaires sur Amazon, donc je suis ravi de les entendre par ailleurs. Dans mon livre, tout le monde s'en prend dans la figure. Donc c'est ça qui est, je pense, très juste. C'est que franchement, les gens des villes, ils ne sont pas épargnés. Les young leaders, les cercles médiatiques et tout ça. Donc, mais il n'y avait pas aucune raison que ceux de la campagne, que je connais très bien, parce que j'ai fait, j'y vis à moitié, et 2, j'ai fait ce long voyage à cheval à travers la France et tout ça. Donc je pense qu'en tout cas, enfin bon, j'en ai une perception assez personnelle, ça c'est sûr. Et que ce que je disais, dans un village aujourd'hui, c'est pas... Enfin, moi je le vois, ça paraît caricatural, mais c'est dans un village, vous avez un anarchiste un peu bizarre, un instit, un cadre qui travaille dans l'usine d'à côté, un paysan traditionnel, conventionnel qui a hérité de la ferme, etc. Un néo-rural qui essaye de faire son truc, son échoppe d'artisanat. C'est ça un village français aujourd'hui. Je pense que c'est, au contraire, je pense que c'est assez précis. Alors évidemment, c'est après, je dirais, c'est des archétypes. Donc forcément, ensuite, on pousse un peu les traits pour que les gens, chacun des personnages symbolise à la fois un univers social ou culturel, et dans mon cas, une relation à l'écologie, parce qu'il y a les deux, mais en fait, il y a tous les personnages secondaires, disons, illustrent chacun une réponse par rapport à la question écologique, que ce soit le déni, le cynisme, le désintérêt, la tartufferie, enfin, il y a tout, quoi. Du pire au meilleur. Donc voilà, donc c'est en ça que c'est des archétypes. Mais je pense néanmoins que les descriptions sont, en tout cas, la critique, parce que la critique permet aussi le sarcasme, et le sarcasme c'est une technique d'écriture, et puis moi ça me vient assez naturellement, puis je trouve ça drôle. Mais en tout cas, il est également réparti entre ville, campagne, riche, pauvre, écolo et agri-conventionnel. Moi, j'ai globalement bien aimé le livre. J'ai trouvé la fin un peu déprimante parce que donc, les deux projets avortent et on ne voit pas de possibilité pour chacun de rebondir éventuellement. Est-ce que c'est voulu? J'ai trouvé que c'était un peu pessimiste et que voilà. Oui, alors c'était vraiment la critique la plus récurrente de mes lecteurs, effectivement. C'est sur la fin, puis la scène révolutionnaire. Et insurrectionnelle. Alors, premièrement, sur la scène insurrectionnelle, je me suis dit, mais pourquoi les gens sont aussi choqués alors qu'on voit tous les jours, on lit et on voit d'ailleurs aux infos des choses 1000 fois plus gore que ce que je décris. Et vraiment, c'est une chaîne qui perturbe, qui trouble le lecteur. Et mon analyse, c'est que comme c'est un roman très réaliste, avec beaucoup d'effets de réel, donc il y a Thomas Pesquet qui se balade, etc., donc les gens se disent, je suis vraiment dans la société ici et maintenant. Et donc, quand arrive la scène insurrectionnelle, ils ne savent plus où ils sont. S'ils sont dans la science-fiction, et à ce moment-là, je romps le contrat que j'ai passé avec le lecteur de faire un roman réaliste, ou si, ce qui je pense est le cas, en tout cas est mon hypothèse, c'est simplement la description de quelque chose d'assez probable. Et du coup, ça leur fait peur, parce que cette violence politique leur fait peur. Maintenant, sur votre question, ce n'est pas tout à fait celle-là, c'était sur le sens de ce double échec. Bon, d'abord, c'est la trame un peu classique d'un roman d'initiation, hein, voilà, les grands idéaux, le réel, l'échec. Bon. Mais moi, je voudrais insister sur le dernier chapitre, le tout dernier. Le tout dernier chapitre, selon moi, les deux héros, finalement, réussissent leur projet, mais à plus petite échelle.
C'est-à-dire qu'ils reviennent à une forme d'humilité qui, elle aussi, vient d'humus, d'ailleurs, étymologiquement. Et Kevin finit en clochard céleste, vagabond, à vendre ses petits vermicomposteurs, qui était exactement ce qu'il voulait faire au début, et agit de manière pour le bien, quoi, mais à petite échelle. Et Arthur, à petite échelle aussi, va dans sa propre chair régénérer sa prairie, puisqu'on voit dans le dernier chapitre qu'en fait, ça y est, tout repousse, l'herbe repousse, les vers de terre sont revenus, et que lui-même va y participer dans sa chair. Donc pour moi, de ce point de vue-là, la fin est assez positive, à la fois dans ce qu'ont accompli les deux héros, et aussi de manière plus prospective, dans l'idée que, quelles que soient les destructions que l'homme opère sur la planète aujourd'hui, il est évident que l'évolution naturelle, la vie, la nature elle-même, même si c'est dans 2 millions d'années, va bien sûr reprendre le dessus, et que tout ça, à l'échelle de temps dont Darwin parlait de l'évolution naturelle, tout ça c'est une peccadille, et que même si c'est la 6e extinction de masse, c'est jamais que la 6e, et dans 2 millions d'années, l'évolution naturelle, c'est Tatiana Giraud qui dit 2 millions d'années pour reconstituer la diversité des mammifères si on continue à ce rythme-là. Oui, mais 2 millions d'années pour l'évolution naturelle, c'est pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est quand on regarde des images de Tchernobyl, 40 ans sans activité humaine, c'est une forêt vierge. Tchernobyl, il y a un refuge de biodiversité où il y a des chevaux de Przewalski qui se baladent sur les anciens trottoirs, le ciment est crevé par la végétation, et donc on s'aperçoit que ça peut aussi aller assez vite. Une forêt primaire pour se refaire, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est rien, pareil. Donc c'était aussi ça la fin, parce que la fin, il y a l'arbre qui pousse et qui voit passer les générations d'humains autour de lui. Alors c'est fait de manière très très elliptique, mais en fait si vous regardez, c'est vraiment une des dernières phrases où il y a donc ce chêne qui pousse et qui voit les humains sur des centaines d'années, et il dit les gens au pied plat, les gens machin, et en fait si vous regardez le détail, vous voyez les différentes étapes du chaos, de la survie, de la reconstitution d'une civilisation, voilà. Mais le chêne, il s'en fout parce que de toute façon, pour lui, c'est juste à l'échelle d'une génération de chênes que tout ça advient. Nous avons une question par le chat. Est-ce que votre analyse n'est pas trop centrée France, quoi? C'est-à-dire que roman très France, qu'est-ce que ça pourrait donner ailleurs en Europe, ou qu'est-ce que ça pourrait donner en Afrique, où la situation a aussi un intérêt à être regardée d'un point de vue écologique, quoi? Oui, alors d'abord, il va être traduit dans pas mal de pays, donc on va voir aussi. Alors d'ailleurs, c'était effectivement pas évident, puisqu'il y a beaucoup de références très françaises, le RSA, la BPI, etc. C'est des choses qui sont dans notre univers institutionnel, mais qui n'existent pas ailleurs, heureusement d'ailleurs. Et donc on va bien voir ce que ça donne et comment réagissent les autres pays. Ça va être intéressant, puisque ça va de la Chine aux États-Unis, donc on va voir un peu tout le spectre. Après, c'est sûr que c'est sur la France, notre système, c'est un roman qui est ancré dans sa réalité contemporaine, sociale, économique, administrative, etc. Elle est effectivement française, mais je pense qu'elle est transposable quand même sur beaucoup de pays dits développés ou occidentaux. Voilà. Maintenant, il est vrai qu'il y a d'autres modèles de développement qui n'ont rien à voir. On en parlait ce matin avec des amis. L'Inde, certains États indiens comme l'Andhra Pradesh ont choisi des voies de développement totalement agroécologiques. Le Bhoutan a choisi une forme de décroissance. Donc il y a d'autres manières, effectivement, de traiter la question au niveau national. Mais bon, ce n'était pas l'objet de ce livre, mais effectivement, j'ai bien conscience que... Après, les questions que se posent les deux héros sont peut-être, elles, plus universelles. Jérôme, vous voulez reprendre la parole? Merci. Moi, je voudrais prolonger un petit peu la question sur votre intention. Vous parlez d'un roman d'initiation. Et en fait, il y a beaucoup d'idéalisation, d'idéalisme porté par ces deux personnes. Et la fin est tragique. Même si vous dites... La fin est tragique, au sens qu'on est dans un monde qui a quand même des difficultés à voir de la lumière, conceptualiser des processus collectifs, comme dirait Gaël Giraud, composer un monde en commun. Et moi, je suis très étonnée
de cette mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a une énergie de la jeunesse et elle est littéralement explosée, alors que l'idéalisme peut être autre chose que s'enferrer dans l'obsession de ses propres idées, mais au contraire mener à j'écoute l'autre, j'évolue, je comprends mon voisin, voilà, je compose. Je voudrais savoir, en tant que philosophe, pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous mettre, enfin de positionner cette impasse comme si... je voudrais comprendre votre intention, surtout quand vous dites roman d'initiation. Oui. L'initiation à quoi? La Donc, question oui. politique me semble pas vraiment... Plein de choses. Donc d'abord, le prochain sur l'eau, parce que c'est l'eau, justement, sera, sans le dévoiler, mais enfin, traitera effectivement des communs et donc traitera d'une option complètement différente, alors toujours autour de l'écologie, mais où là, il y a une forme d'abord d'harmonie qui s'installe, et de compréhension mutuelle, de compromis, etc. Donc bon, après, un roman ne fixe pas, contrairement à un essai, un roman ne fixe pas une pensée, une vision du monde, etc. Il fait des propositions, et de roman en roman, les choses évoluent, et ensuite c'est au lecteur quand même de faire le tri. Deuxièmement, c'est pour moi pas factice le fait que la toute fin soit positive, c'est quand même quelque chose d'assez central dans le livre, parce que, et là c'est là que je vous réponds vraiment, pour moi les deux jeunes pêchent par hubris, les deux. Kevin, parce qu'à un moment donné il se prend pour le roi de la Silicon Valley, et Arthur, parce que finalement, dans sa radicalisation politique, il y a aussi quelque chose. Quand il commence son blog, il se dit je vais être suivi par tout le monde, je vais être le roi du ver de terre, le roi du lombric et tout ça. Et donc, ils ont un idéalisme qui est aussi un idéalisme très égocentré. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très reconnaissable et qui est aussi propre probablement à la jeunesse. Et donc, quelque part, la vie leur donne une leçon par rapport à cette hubris. Comme dans une tragédie grecque, et les remet sur un niveau où ils réussissent. Quand même, j'y tiens, parce que Kevin, il a sa vie de rêve à la fin. Sa vie de vagabond, qu'il a toujours été, à faire son petit travail qui marche. L'autre a régénéré sa prairie, mais parce qu'ils sont redescendus à une échelle plus humble. C'est ça un peu la leçon, si on veut donner une leçon philosophique au livre, c'est celle-ci. C'est l'hubris se prend le réel. Bon, c'est très classique d'ailleurs, mais c'est appliqué à un thème contemporain. L'hubris est cassé par le réel et les héros sont obligés, pour réussir, de faire le retour sur une forme d'humilité personnelle. Et s'il y a un message, c'est peut-être que ce qui compte plus davantage que des grands projets de révolution d'un côté, de supercalis de l'autre, c'est vos actes quotidiens, modestes. Voilà, c'est un peu ça la leçon de la fin du livre, même si elle est en filigrane. Enfin, dernière chose sur... qui rejoint un peu d'autres remarques sur la fin, sur l'insurrection finale. Bon, je peux en parler parce que j'ai l'impression qu'à peu près tout le monde l'a lu ou est au courant. Donc, comme je dis, ça choque beaucoup parce que les gens ne comprennent pas si c'est du lard ou du cochon, réaliste ou pas. Je pense que c'est réaliste. Mais j'aimerais dire un mot de plus sur le fait que je pense que c'est réaliste. Je pense que c'est réaliste parce que toute la génération d'activistes, mais ça peut-être que vous pourrez mieux me répondre d'ailleurs, mais toutes les générations d'activistes climatiques depuis une dizaine d'années, la génération Greta, etc., font leur action clairement sur la désobéissance civile. Et moi, je trouve, contrairement d'ailleurs à ce que disait Mila, est extrêmement raisonnable dans ses moyens d'action. Il y a que quand ils mettent de la peinture sur les tableaux, ils s'assurent qu'il y a une vitre, ils s'assurent qu'on peut gratter la peinture. Quand ils font des manifs de 69 à Sainte-Soline, Sainte-Soline c'était un peu spécial, mais enfin ils mettent des chasubles de couleurs différentes en fonction du degré d'investissement des gens, de s'il y a des familles, pas de familles. Enfin, c'est presque très raisonnable d'ailleurs pour un mouvement de jeunesse, qui en plus, je pense, légitime dans son propos. Depuis quelques années, certains disent, et ça j'étais un peu en catimini, à des réunions où c'est exposé, le mouvement militant s'interroge sur la légitimité du recours à la violence. Sur le thème, la prise de conscience, ça ne marche pas, la désobéissance civile, c'est gentil, et maintenant, le temps presse, il faut agir, on n'a plus le temps de convaincre les gens, donc il faut... c'est toute la thèse d'Andreas Malm dans Comment saboter un pipeline. Voilà. Et ça infuse. De sorte que j'ai vu des images pendant les manifs contre la 69 de femmes qui portaient des t-shirts Action Directe. Action Directe, c'est là, en tout cas, ça se réfère,
à une histoire réellement terroriste. C'est-à-dire qu'action directe, on tue des gens, on met des bombes, on sabote justement des pipelines. Bon. Et donc, si les militants d'aujourd'hui ont le sentiment que leur action est vaine, n'est pas écoutée, il me semble assez logique dans l'évolution d'un mouvement politique radical que la génération d'après passe à une forme, disons, d'action violente. Je ne dis pas que je l'appelle de mes voeux, mais ça me paraît assez logique de l'envisager. D'autant que la violence politique fait partie de notre histoire, a contribué d'ailleurs à changer les choses aussi. Je lisais récemment les mémoires de Tocqueville. Tocqueville, en 1848, il est député, il voit les deux révolutions de février et de juin. À chaque fois, il y a des morts dans les rues, les barricades, la garde nationale, les insurgés qui investissent l'Assemblée nationale. Et le bon Tocqueville, modéré, centriste, machin, quand il va à l'Assemblée, il dit incidemment au détour d'une phrase « j'ai les deux petits pistolets dans mes poches ». Donc, encore une fois, ce n'est pas l'idéal du débat démocratique. Mais quand le débat démocratique est coincé sur ces questions-là, je pense qu'il est coincé aussi parce que le cadre institutionnel actuel est un cadre qui est fondé sur l'ère industrielle. Les mandats de 5 ans, en 5 ans, vous pouvez lancer des entreprises, remonter l'emploi, faire de la croissance, attirer des investissements étrangers. Donc, dans une logique de croissance industrielle, 5 ans, c'est une période qui permet de juger une action. Mais sur l'écologie, 5 ans, c'est trop peu. C'est des périodes de temps, c'est 15 ans, 20 ans, qui permettent de juger de l'efficacité d'une action. Je pense qu'on est coincé quand même dans ce système-là. Et donc, il n'est pas aberrant que les jeunes militants cherchent des alternatives qui vont être moins sympathiques que mettre de la purée sur un tableau. Encore une fois, je ne l'appelle pas de mes voeux, mais je le mets en scène parce qu'il ne faut pas être dans le déni par rapport à cette possibilité. Voilà. Oui, au risque, on a une question sur ce problème de la violence. C'est en fait de braquer toute une partie de la population qui était peut-être un peu tiède sur le sujet, mais voyant la violence, à ce moment-là, se radicalise dans l'autre sens. Oui, mais dans la théorie, la violence, elle n'est plus là pour convaincre, elle est là pour agir. Justement, on dit on a échoué à convaincre, donc maintenant on passe directement. D'ailleurs, dans le livre, à un moment donné, ils imaginent ce que ça serait de détruire les réseaux d'alimentation d'énergie, ce qui va se passer, et comment. Voilà. D'accord. Oui. Vous avez dit que Kevin il pêchait par hubris. Moi, j'ai pas perçu ça. Justement, je trouve Kevin qu'il se fait embarquer. En fait, je le trouve très passif dans sa trajectoire professionnelle et tout ça. Mais en fait, j'avais une autre question, rien à voir avec l'aspect écologique. Ce qui m'a semblé assez triste, moi, c'est que j'ai perçu ces deux personnages comme très seuls familialement. J'ai trouvé que l'absence des parents, enfin qui apparaissent par leur absence finalement. Les parents de Kevin, ils partent faire je sais plus, de la caravane. J'ai trouvé ça très étonnant comme relation parent-enfant, surtout quand son enfant, il y a peut-être une incompréhension entre ces deux générations. Et puis, côté Kevin, pareil, on n'en entend quasiment pas parler à part la défense du père avocat. Mais je les ai sentis très seuls, en fait, même très seuls amoureusement, avec des histoires où il y avait peu d'investissement, je trouve, sentimental. Seuls familialement, est-ce que c'est un peu révélateur où on entend beaucoup que les jeunes maintenant ne veulent plus d'engagement, ne veulent plus d'enfants, ne veulent plus fonder de famille dans un monde perdu. Est-ce que ça révèle un peu ça aussi? Alors, je ne sais pas si ça reflète une réalité sociologique, mais ça, peut-être que vous pourrez mieux répondre par rapport à vos camarades. Mais pour moi, c'est un peu une nécessité romanesque. C'est-à-dire que si je voulais justement que ces deux jeunes gens partent dans des couloirs comme ça, très différents, et se radicalisent un peu chacun à leur manière, j'avais aucun intérêt à les mêler à une sphère familiale qui allait les raisonner, avec lesquels il y allait avoir des discussions, etc. C'était pas mon projet. Moi, je voulais qu'ils aillent chacun jusqu'au bout de leur action, dans deux sens différents. C'est ça que je voulais mettre en... Ça
C'est pas une expérience de pensée quasiment. Qu'est-ce que ça donne si on va vraiment jusqu'au bout? Et pour ça, c'est vrai qu'ils devaient être tous les deux assez seuls, y compris effectivement, parce que leurs relations amoureuses sont quand même échouent, enfin, en tout cas, sont pas très riches au niveau émotionnel. Bon, mais ça, c'est le choix sur un livre. Hein, c'est pas une manière de voir le monde, je pense pas. Mais on fait aussi des choix, comment dire, dans la construction de l'histoire par rapport à son intention romanesque. Et ensuite, on aménage la réalité autour pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette intention. Alors, dans la même veine, j'ai repéré dans les critiques une question autour de la sexualité qui, quand même, est assez, on va dire, particulière, quand même, pour l'un comme pour l'autre. Il n'y a pas d'intention sociologique, c'est juste pour agrémenter le récit. Non, si. Donc, parlons-en. Donc, il y a une intention théologique, je dirais. Parce que, bon, là, je me suis un peu amusé, mais je pense que ça, en tout cas, je pense que c'est cohérent. Kevin est pansexuel. Et pansexuel, parce que Kevin, c'est un vagabond magnifique. C'est quelqu'un d'assez rare. On n'en rencontre pas vraiment des gens comme ça, qui sont, au fond, aussi détachés des choses, qui vivent tout au présent et qui n'ont pas besoin de s'identifier à des communautés, à des tribus, à des familles, justement, qui vivent tout de manière comme ça, très stoïcienne, au fond. Et donc, il était assez naturel pour moi qu'il soit pansexuel, c'est-à-dire qu'à la différence... Donc, le pansexuel, il n'est même pas dans LGBTQ. Il n'y a pas le P. Donc, c'est vraiment la pointe du raffinement. Contrairement au bisexuel, le pansexuel, il regarde... En fait, il n'est pas ni hétéro, ni homo, ni un peu des deux, ni de temps en temps, etc. Il est juste... il aime les individus en tant que tels, et peu importe leur genre. Et je trouve que cette idée est assez belle. D'autant qu'elle allait bien avec mes vers de terre qui sont des hermaphrodites. Et si je pousse un peu le raisonnement, et à un moment donné, il y a Arthur qui fantasme justement sur la terre. J'en ai parlé au grand rabbin là, qui m'a dit mais c'est tout à fait ça. Donc je me dis, je me sens un peu légitimé dans mon interprétation de la Genèse. Ce qui m'a amusé, c'est que jusqu'au péché dans la Genèse, j'en parle avec d'autant plus de précaution ici, et je sais que je vais faire reprendre, mais je pense que les jésuites peuvent apprécier ce genre de raisonnement pervers. Jusqu'au péché, la terre produit naturellement. Donc il y a plein de vers de terre, etc. Et Adam, qui est apparu, rien ne dit que c'est un homme, au sens d'un mâle. C'est au fond un être, et c'est l'hermaphrodite, enfin c'est comme on dit Platon, l'androgynie originelle que décrit Platon. C'est-à-dire que c'est une forme de fusion. Et le sol lui-même, avec ses vers de terre hermaphrodites, reflète cette espèce de magma à la fois très sensuel, mais antérieur à la différenciation sexuelle. Et puis, après le péché, non seulement, tout d'un coup, apparaît la concupiscence, ils se regardent nus, ils ont honte, mais dans le même temps, poussent les ronces et les chardons. La terre devient infertile et l'homme va devoir la travailler. C'est ça, sa punition. Comme si, quelque part, l'apparition de la sexualité, la différenciation des genres, c'était aussi la sécheresse de la terre, la fin des lombrics. Voilà. Donc, bon, en tout cas, je garde de cette analyse-là qu'il y a une forme de... Voilà, il y a quelque chose qui m'intéresse dans cette idée de fusion originelle en deçà de la différenciation sexuelle, que Kevin l'illustre à sa manière, de manière assez solaire, et que ça n'est pas sans rapport avec la Terre. Voilà. Donc ça c'était une intention assez claire pour moi. Merci. Peut-être une dernière question. Alors, deux bras au même endroit. Pour revenir sur la question de l'échelle à laquelle agir, comment ne pas voir dans la force motrice quasi auto-entretenue de mondialisation, globalisation, centralisation, une conséquence de la vitesse à laquelle l'information se déplace par rapport à l'échelle
à laquelle nous nous déplaçons, la matière se déplace. Le fait d'être mis en relation à l'actualité, à l'autre bout du territoire, de la planète. Oui. Alors d'abord, j'improvise parce que j'ai pas trop réfléchi à ça, mais il y a un livre qui s'appelle L'invention de la vitesse d'un historien qui s'appelle Guillaume Sainteny. Et ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, c'est qu'il explique que la vitesse a été inventée avant la machine. C'est-à-dire qu'on a commencé à accélérer considérablement le transport, notamment de diligence, avec des chevaux plus frais, plus de relais de poste, des routes plus droites, etc. Donc des moyens parfaitement low-tech, avant qu'apparaisse la machine à vapeur. Et quand la machine à vapeur est apparue, elle s'est développée sur un terrain culturel qui était propice. Et donc ce que dit ce livre, c'est pas la machine qui a créé la vitesse, c'est la vitesse qui a créé la machine. Et de ce point de vue-là, la vitesse était une forme de désir culturel, social. Et de ce point de vue-là, réversible. C'est-à-dire que ce n'est pas la technologie qui entraîne inéluctablement. Ça, vraiment, j'en suis convaincu, surtout pour avoir beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle dans un livre précédent. Ce n'est pas la technologie qui entraîne inéluctablement des transformations sociales. C'est avant tout, c'est la manière dont on vit en société qui offre le terreau ou non à certaines technologies qui elles-mêmes sont neutres, l'occasion de se développer ou pas. Donc, par rapport à la vitesse de l'information, le sujet n'est pas de savoir si on a des portables, etc. Le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie de savoir, d'être constamment informé à tout moment. Et je pense que justement, en tout cas dans mon expérience personnelle, c'est quand je suis justement chez moi à faire le potager, le verger, tout ça, mais je déconnecte complètement, ça ne m'intéresse plus. J'ai même plus envie d'aller la regarder, l'actualité. Parce que je suis effectivement dans une autre temporalité et que tout ça me paraît très lointain et pas très intéressant. Et donc, voilà, c'est pas en décélérant l'information qu'on va remettre les gens dans la nature, etc. C'est plutôt en les remettant dans la nature, en créant ce désir-là, que assez naturellement, on rêve, hein, mais pourquoi pas, on va un peu comment on dit, désaddicter, voilà, enfin, en tout cas se déconnecter, parvenir à se déconnecter. Oui, merci. Alors j'ai l'honneur de la dernière question, mais vous commenciez à y répondre. Alors j'ai pas lu votre livre, mais je pense que je vais le lire. Récemment, j'ai lu La Terre de Zola, et ça fait pas tellement envie de retourner à la Terre. C'est un monde très très dur, c'est un livre très violent, mais les gens sont attachés à cette terre. Et dans les problèmes actuels, pour l'agroforesterie, entre autres, on dit qu'il faudrait qu'il y ait 20% de la population qui retourne à la terre. Et donc voilà, je voulais un peu avoir votre avis sur comment est-ce qu'on va créer ce désir de retour à la terre. Est-ce qu'il y a un désir purement intellectuel, philosophique, qu'on peut comprendre, mais qui ne va pas motiver 20% de la population? Merci. Zola, pour moi, c'est vraiment une source d'inspiration, notamment dans sa méthode. C'est-à-dire que lui, avant de se lancer dans l'écriture d'un livre, il passe des mois avec un carnet à faire des enquêtes comme un journaliste. C'est exactement ce que je fais. C'est ce que je fais maintenant sur mon prochain livre. Et ça donne des romans qui ont à la fois une narration, des vraies histoires, et en même temps qui sont incroyablement informatifs sur la société de l'époque. Voilà, donc bon. C'est vraiment la veine du roman réaliste. Alors, sur l'agroforesterie et tout ça, moi je regarde beaucoup ces histoires-là qui sont quand même, les chiffres sont très 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 discutés sur est-ce qu'on peut faire de l'agroécologie à 100%, est-ce qu'il faut commencer par de l'agriculture de régénération ou de conservation qui tolère quelques intrants chimiques. Est-ce que bon, c'est quand même, il y a 1000 aujourd'hui, il y a quand même 1000 l'INRAE, si vous allez sur le site de l'INRAE, il n'y a que ça, c'est toutes les expérimentations en agroécologie. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les rendements baissent? Ça dépend des cultures, ça dépend des régions, ça dépend de tout ça. À mon avis, les choses assez claires, c'est qu'on ne peut pas survivre sans effectuer cette transition agroécologique, qui en plus a des bénéfices pour plein de choses, y compris pour le carbone, puisque
C'est la règle du 4 pour 1000. Quoi. Si on augmente de... Je vais me faire disputer là. Si on augmente de 4 pour 1000 la matière organique dans le sol tous les ans, on compense toutes les émissions carbone de l'humanité. Et de ce point de vue-là, j'aimerais dire que je pense qu'on prend beaucoup trop la question écologique par rapport au carbone, qui est une conséquence, et pas par rapport à la biodiversité, qui est vraiment une cause. Et d'ailleurs, dans les causes d'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique n'arrive qu'en 3e position. D'abord, c'est la destruction de l'habitat et la surexploitation des ressources. Donc pour moi, c'est beaucoup plus essentiel, existentiel, c'est d'ailleurs beaucoup plus positif aussi, parce que la biodiversité, sur son petit terrain, on peut la restaurer. Le carbone, on est perdu, il y a les Chinois, donc tout de suite, on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Sur la biodiversité, on peut, dans un tout petit espace, la voir en plus, et puis c'est amusant de restaurer un peu de la vie. On le voit même quand on a un vermicomposteur et qu'on regarde comment marchent ces vers de terre. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très culturel, et d'ailleurs les romans doivent faire partie de cette évolution culturelle qu'on voit se dessiner quand même si c'est timide, mais on est au début d'un mouvement, et qui suppose de remettre, c'est un peu un cercle vertueux, il faut remettre le nez dans la nature pour avoir ces envies-là, et ces envies-là améliorent la nature, et ça se fait de manière comme ça un peu vertueuse. C'est ce que dit Élisée Reclus, qui est pour moi, Élisée Reclus, je l'ai beaucoup lu là récemment, je pense que c'est vraiment un guide magnifique sur l'écologie. C'est un penseur de la fin du 19e, un peu oublié, mais pas trop, et qui revient pas mal à la mode, et qui a écrit un livre dont le titre est un programme, c'est Du sentiment de la nature dans les sociétés modernes. Et lui, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui aime le progrès, enfin bon, qui n'est pas du tout, disons, actionnaire. Il dit, mais il faut mettre faut que les gens se baladent, en fait. C'est la première mesure à prendre. Alors, ensuite, s'agissant techniquement de cette histoire, je ne sais pas si c'est 20%, d'autres disent que c'est moins, mais effectivement, toute transition va nécessiter, et si je comprends bien aujourd'hui, faisable techniquement d'un point de vue de maintien de l'essentiel des rendements, mais demande beaucoup plus de savoir-faire, d'attention à son écosystème, donc beaucoup plus de savoir, un savoir qui a probablement été largement perdu, et beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc après, voilà, pendant le confinement, je me rappelle qu'il y avait eu, vous vous rappelez, on avait le droit d'avoir une autorisation de sortie si on s'inscrivait. Moi, je m'étais inscrit sur un site où on pouvait aller travailler à la ferme. Vous vous rappelez pas? Je me rappelle plus comment ça s'appelait Vous vous rappelez pas ce dispositif? Et ça n'avait pas marché du tout parce qu'il y avait 600 000 demandes et 500 offres, parce que les agriculteurs disaient surtout pas. Ces urbains débiles, confinés, etc., on ne veut absolument pas qu'ils viennent nous aider. Mais du côté des urbains confinés, il y avait... bon, c'était peut-être aussi un peu cynique pour bénéficier du petit papier, mais il y avait un vrai désir de ça. Donc je pense quand même qu'il y a des choses assez anthropologiques qui sont... on est heureux dans la nature. Donc, et j'en profite d'ailleurs, et puis je conclurai par là, pour critiquer amèrement une nouvelle loi contre laquelle j'essaye de lutter, mais sans beaucoup de moyens, qui contraventionnalise la promenade dans les forêts privées. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Donc depuis l'année dernière, le fait de se promener dans une forêt dite privée, parce que franchement, qu'est-ce qu'une forêt privée, qu'est-ce que la propriété privée quand on possède 900 hectares? C'est une vraie question. Est maintenant passible d'une amende équivalent aux amendes qu'on reçoit pour conduite en état d'ivresse, c'est-à-dire de 120 à 700 €. Et comme toute mauvaise loi, c'est une loi qui a été faite, c'était un compromis avec les propriétaires de Sologne, puisque c'était une loi contre l'engrillagement. Ça, c'est bien, on a relevé les grillages. Et en échange, les propriétaires de Sologne ont obtenu que si les animaux pouvaient passer, les humains ne puissent plus traverser. Voilà. Et donc, comme toute mauvaise loi, il y a des mauvais esprits qui l'utilisent. Et aujourd'hui, il y a des massifs de la Chartreuse, c'est totalement fermé. Il y a des chemins qui sont barrés. Et des gardes assermentés privés, c'est tout à fait légal, qui mettent des amendes aux promeneurs. Et ça, je trouve, c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'angoisse totalement. Je trouve ça tellement claustrophobique d'être dans un pays où on n'a plus accès à la nature, sauf sur le chemin de grande randonnée ou la voie verte, qui n'a rien de vert, puisque les voies vertes sont les seules voies bitumées voilà. Comme si les gens n'osaient plus aller se promener sur un chemin, n'avaient plus le droit de se promener sur un chemin, et que donc il fallait qu'ils suivent l'itinéraire officiel avec le petit banc, le petit écriteau et le code QR. Ça, je trouve ça très angoissant. D'autres pays ne fonctionnent pas du tout comme ça. Les pays nordiques, en Angleterre, le right to roam est très important, ce qui fait que vous avez toujours des petites portiques dans la campagne anglaise, c'est légal, c'est une obligation légale, c'est pas du tout par volonté de cœur. Dans les pays scandinaves, il y a un droit d'accès à la nature. En Allemagne,
l'idée que la propriété oblige. Donc moi, quand j'avais traversé l'Allemagne à cheval, tous les chemins sont ouverts parce que les propriétaires forestiers ont l'obligation d'ouvrir et d'entretenir leur chemin avec des petites pancartes. Tout est très bien fait. Donc c'est vraiment deux mentalités différentes. Et rien que ça, le fait de pouvoir avoir accès à la nature de son pays, donc parler de commun, sentir que cet espace est un espace commun, d'accord, la production, quelqu'un qui entretient une forêt, qui donc bénéficie du fructus de son investissement, ok, on n'a pas le droit de lui voler son bois, mais on a quand même le droit de le traverser. Je pense qu'on peut pas, il est fou de s'imaginer propriétaire d'un espace aussi large qui contient des millions d'arbres, des milliards de bactéries, de champignons, de vers de terre, etc. Donc, mais voilà, et ça ouvre quand même une dernière question, qui est la question du droit de propriété, parce que donc, quand je suis un peu investi contre cette loi là récemment, parce qu'il y a eu une espèce d'escarmouche au Parlement, puisqu'il y a une députée qui voulait profiter de la niche écologique pour l'abolir, elle n'a pas réussi, et il lui a été rétorqué, oui, mais droit de propriété, droit de propriété, droit de propriété. Et comme je suis un peu investi, moi c'est pareil, les gens m'ont dit, oui, mais quand même, le droit de propriété, c'est sacré, c'est la Révolution française. Donc sur les questions écologiques, on ne va pas échapper à repenser, en tout cas, le droit de propriété, ça c'est sûr. Parce que le droit de propriété, il est agraire dans son origine. Quand Locke définit la propriété, il prend l'exemple de la pomme qu'on cueille. Pourquoi je suis propriétaire de la pomme? Parce que j'ai mêlé mon effort à la nature. Donc c'est vraiment agraire comme droit conceptuellement. Mais maintenant, on ne peut plus, avec ce qu'on sait du vivant, considérer qu'un être humain possède l'abusus, le fructus, sur un terrain sur lequel il y a toute une vie. C'est pas possible de dire qu'on a l'abusus, c'est-à-dire qu'on peut tout détruire. D'ailleurs, c'est plus le cas, hein, il y a des contraintes quand même. Mais ça va demander une réflexion conceptuelle, si je puis dire, qui touche des choses. Je m'en aperçois, parce que moi, ça me semblait évident de défendre le droit de se promener. Mais non, il y a des gens qui je ne considère pas comme sots, qui considèrent que c'est un principe, qu'il faut défendre ce principe de la propriété privée exclusive. Et donc je vois que ça va être un gros morceau intellectuel et culturel. Eh bien, merci.